Bonjour Amir Reza Tofigui. Bonjour. Bonjour. On va connaître aujourd'hui la liste des produits soumis aux droits de douane américains, produits qui vont voir leur prix augmenter jusqu'à 25% à la rentrée aux États-Unis. Est-ce que vous êtes inquiet? Bien sûr. Bien sûr qu'on est inquiet parce que les droits de douane, c'est un peu comme la machine à taxes qu'on a en France. Ça veut dire qu'une fois qu'on commence, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Et après, forcément, on doit se défendre. Et donc, l'Union européenne va devoir répliquer. Et après, il va y avoir un enchaînement. Et à la fin, qui c'est qui va payer derrière? C'est les consommateurs, puisque les prix vont augmenter, et les entreprises qui vont devoir à un moment donné soit perdre des marchés, soit prendre sur leur marge. Donc, là, vous êtes inquiet, mais pourtant lundi, Donald Trump disait qu'il allait être gentil. Je le cite. Ça, c'est pas de nature à vous rassurer? Donald Trump, il est très lunatique. Donc il est gentil un jour, méchant le lendemain. Et le mot gentil, quand il dit gentil, moi je ne sais pas ce que veut dire gentil pour lui. Vous êtes inquiet pour quel secteur en particulier ici en France? Si on prend le secteur qui va être sûrement un des plus touchés, ça va être tout le secteur des spiritueux, des vins, et donc un secteur qui a été touché lorsqu'il y a eu la Chine qui a fait des mesures de rétorsion, notamment à travers le cognac, et qui peut être touché demain. Et ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à ces droits de douane, c'est que c'est une question, un, de souveraineté économique, de protection de nos entreprises, et deux, c'est également une question d'agilité. C'est-à-dire que quand Donald Trump décide du jour au lendemain d'imposer des droits de douane, qu'est-ce que l'Union européenne elle fait? Elle sort une liste d'il y a 5 ans, une liste d'il y a 5 ans, qui avait été validée il y a 5 ans, pour dire voilà comment on va se défendre. Une liste qui n'est plus du tout à jour, qui n'est plus du tout efficace. Et ça montre que face à un Donald Trump qui peut prendre, ou face aux États-Unis qui peuvent prendre des décisions rapidement, l'Union européenne, elle n'est pas capable d'agir rapidement. Une liste de produits américains importés dans l'Union européenne qui pourraient être taxés davantage en mesure de réciprocité, c'est ça, hein? Oui, c'est ça qui avait été sorti à l'époque avec notamment le bourbon américain. C'était une mesure qui avait été faite à l'époque il y a 5 ans, qui avait été décidée parce que c'était pour pénaliser Donald Trump pendant les élections en 2020, parce que c'est un État républicain où les votes étaient serrés. Et 5 ans après, ça n'a plus aucun sens. Est-ce qu'aujourd'hui, dès maintenant, avant les annonces du président des États-Unis, vos adhérents, les PME, les petites et moyennes entreprises, vous font remonter des signaux inquiétants dans leur activité? C'est-à-dire, est-ce qu'elles voient déjà dans le marché actuel, avant ces droits de douane augmentés, que leur activité est réduite, les exportations réduites, les commandes plus faibles? Aujourd'hui, c'est plutôt sur l'activité en France qu'il y a beaucoup de signaux d'alerte. Aujourd'hui, l'activité, on a eu la dissolution, on a eu l'incertitude politique, on a eu le budget qui était compliqué. On a pu voir qu'il n'y a jamais eu autant de défaillances d'entreprises qu'en 2024, qu'au dernier trimestre, et que l'économie est en train de ralentir. Donc le sujet actuellement, c'est le ralentissement global de l'économie. Mais si on se concentre pour le moment sur cette question des droits de douane, est-ce que par exemple certains de vos adhérents envisagent d'implanter des moyens de production aux États-Unis, puisqu'en fait c'est l'objectif recherché par Donald Trump? Clairement, quand Donald Trump avait menacé de 200% de taxes pour les spiritueux, il n'y avait pas de choix. En effet, ils avaient dit si les 200% de taxes arrivent, il n'y a pas d'autre choix que d'aller s'implanter là-bas pour produire, mais ils ne pourront même pas produire les mêmes produits parce que... le champagne, c'est produit en Champagne, hein, c'est pas... Exactement, donc c'est exactement ça, c'est qu'ils ne pourront même pas produire les mêmes produits. Mais outre-Atlantique, du coup, il y a une baisse des commandes ou pas du tout? Non, pas encore pour l'instant, non. Tant que ça n'arrive pas, pour le moment, tout le monde se comporte normalement. Sur ces sujets de droits de douane, vous dites l'Union européenne doit répliquer, mais comment? Parce que vous dites la liste qui a été publiée, en fait, elle est trop vieille, elle n'est pas assez réactive, elle n'est pas assez actualisée. Est-ce qu'on doit répliquer à hauteur de ce qui nous est appliqué par les Américains, au risque de tomber dans l'escalade, comme vous avez dit? En fait, il faut être dans une logique de négociation, parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime faire des deals, et donc il faut être dans une logique de négociation, mais être fort. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsqu'on a face à nous une personne qui prend une décision, ou un pays qui prend une décision rapidement, on ne peut pas, nous, avoir une incapacité à avoir une vision stratégique et à décider rapidement. Donc ça veut dire que il faut voir qu'est-ce qui peut faire mal aux Américains, et donc qu'est-ce qui peut faire mal donc à son président, et donc décider d'une façon stratégique. Moi, j'ai pas la réponse tout de suite, mais l'Union européenne est là pour justement pouvoir défendre son économie, et donc oui, il faut répliquer, et donc forcément répliquer par des droits de douane réciproques. Je pense qu'une des solutions, c'est d'avoir de la réciprocité. C'est qu'à un moment donné... Ça, c'est la base. Exactement.
Mais là, c'est une montée de la guerre commerciale, c'est une escalade avec le retour du protectionnisme finalement. Et c'est exactement ce que je disais au début, c'est que une fois qu'on ouvre la machine à taxes douanière, c'est un peu comme la machine à taxes en France, c'est qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Et donc il faut être dans une logique de négociation, il faut être dans une logique de dire comment on fait. Je pense que Trump, son modèle, sa méthode, c'est toujours d'attaquer pour négocier. Il faut négocier et être fort dans la négociation. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à oublier le marché américain? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on nous-mêmes on en a les moyens? Il faut déjà te rappeler que nous, on est le premier marché mondial. Donc l'Union européenne. Exactement, l'Union européenne. L'Union européenne est le premier marché mondial. Donc il faut pas l'oublier. Et il faut pas être timide par rapport à ça. Après, non, je pense pas qu'il faille oublier le marché américain, mais il faut juste être fort dans nos positions. Mais qu'est-ce que vous attendez du gouvernement français aujourd'hui? Est-ce que, il y a la question des droits de douane réciproques, ça c'est l'Union européenne, mais est-ce que la France, elle doit aider activement les PME qui seraient mises en difficulté avec des subventions, par exemple? Le sujet est plus européen que français. Mais oui, quand dans une guerre commerciale, on a des secteurs d'activité qui sont touchés, ces secteurs d'activité doivent être protégés. Et donc ça peut être par exemple des subventions, des aides, mais sinon c'est des secteurs d'activité qui peuvent mourir. Lorsqu'il y a des secteurs d'activité qui font 80% de leur marché à l'étranger, soit en Chine ou aux États-Unis, et que ces deux pays imposent des contraintes, oui, ils n'ont pas le choix, sinon elles meurent. Autre sujet qui concerne les États-Unis, ce pays, par son ambassade, a contacté tout récemment des entreprises françaises pour leur demander de mettre fin à leur politique d'inclusion, pour pouvoir continuer de répondre à des appels d'offres publics aux États-Unis. Sur le principe, vous en pensez quoi? C'est honteux. C'est honteux parce que, vous savez, dans ce nouvel ordre mondial que veut imposer Trump, on est sur le sujet des valeurs. Et sur un sujet d'extraterritorialité des valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils imposent chez nous leurs valeurs. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Oui, comment on doit réagir? Parce qu'il est question de business, il y en a d'autres qui vont dire c'est le business, on se plie aux valeurs de ce pays-là. Moi je pense qu'une fois qu'on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, on ne sait pas où ça s'arrête. Il faut rester ferme sur nos valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va par exemple, répondre à un marché public aux États-Unis, il faut en effet, là-bas, répondre à leurs normes, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Mais que chez nous, dans notre pays, on vient nous demander d'imposer leurs règles à eux, c'est pas possible. Donc là, c'est important ce que vous nous dites, c'est que par exemple, vos adhérents, s'il y a des PME qui doivent, parce que ça arrive, répondre à des appels d'offres publics aux États-Unis, vous leur dites, là, vous vous pliez aux demandes américaines. Moi, ce que je dis, c'est que chaque pays est souverain pour dire que pour répondre à un marché public, l'entreprise doit, là-bas, son activité là-bas, répondre à un cahier des charges. Nous, quand on impose des règles ici, on demande que les entreprises qui sont ici respectent le cahier des charges. Donc la loi française, en fait, elle ne doit pas s'appliquer là-bas. C'est ce que vous dites. En fait, si les entreprises françaises appliquent la loi française avec les questions de diversité et d'inclusion, si elles travaillent sur le marché américain, elles peuvent mettre de côté ces principes français. Moi, je dis juste que ça ne m'étonne pas qu'un pays décide pour son marché à lui d'imposer ses règles à lui, chez lui. Moi, je lui demande juste de ne pas aller chez nous imposer ses règles. Il faut là aussi une réponse européenne. Oui, il faut une réponse européenne parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est les Français aujourd'hui, les entreprises françaises qui sont attaquées. Demain, ce sera les entreprises allemandes, italiennes. Ce combat sur les valeurs, sur lequel on doit être ferme, il ne va pas s'arrêter à la France. Et si on n'est pas ferme face aux Américains, derrière, on va perdre ce combat des valeurs. Vous n'êtes pas en train de déchanter sur les États-Unis. On vous entendait l'autre jour dire qu'il nous faudrait un Elon Musk à la française. On sentait qu'en tout cas, au tout début de l'arrivée de Donald Trump, vous n'étiez pas complètement opposé à ces inflexions. Mais moi, je persiste à dire qu'il faut que les entrepreneurs, qu'on mette des entrepreneurs à la tête de commissions pour réduire la dépense publique. Vous savez, il y a un pays qui est très très différent des États-Unis qui vient de le faire, qui l'a fait il y a très très récemment. Après mes propos d'ailleurs, mais j'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui l'ai écouté. C'est la Pologne. La Pologne l'a fait. Ils ont mis un entrepreneur à la tête d'une commission pour réduire la dépense publique. Mais pour une raison très simple. Qu'est-ce que fait un entrepreneur au quotidien? Il fait mieux avec moins de moyens. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui dans la dépense publique, c'est qu'on fait moins bien avec plus de moyens. Et je pense qu'il faut mettre des entrepreneurs à la tête d'une commission. Sauf qu'on voit ce que ça fait Elon Musk aux États-Unis en ce moment. C'est des coupes budgétaires sans autorisation du Parlement, sans autorisation de la Chambre des représentants ou des sénateurs. C'est le modèle que vous voulez en France? Non, pas du tout. Mais parce que c'est la demande de Donald Trump d'avoir fait ça. Moi, ce que je dis, c'est pas ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va demander à des entrepreneurs
de faire un plan de réduction des dépenses publiques sans baisser la qualité du service public, voire même en améliorant la qualité du service public. Pour une raison très simple, on n'a jamais dépensé autant dans le service public et on n'a jamais eu autant le sentiment que le service public se dégradait, que les fonctionnaires étaient mal payés. Donc il y a un vrai sujet d'organisation du service public. Et ça, le politique ne peut pas le faire. Le politique, je pense bien évidemment qu'il essaie de le faire, mais l'entrepreneur, c'est ce qu'il sait faire au quotidien, c'est d'améliorer les organisations. Et bien moi je dis, faites confiance à des entrepreneurs, vous verrez le résultat. Justement, les entrepreneurs, il était question de les mettre aussi dans le jeu pour ce qui concerne la simplification de la loi. Le projet de loi simplification a été adopté en commission, mais les députés ont supprimé ce qu'on appelle le test PME. Ça vous met en colère? Ah oui, mais c'est... Moi, il y a un moment donné, je ne comprends pas les députés. On parle de simplification et on a une mesure de bon sens qui est de dire qu'avant de voter une loi, on va s'assurer qu'elle fonctionne dans une entreprise, qu'elle est réaliste. Et donc, on va demander à des chefs d'entreprise de la tester et de faire un rapport. Voilà, de juste dire, voilà quand on essaie de l'appliquer, voilà comment ça marche. Mais beaucoup de députés disaient c'est une porte ouverte au lobbying, une institutionnalisation du lobbying patronal. Mais pas du tout, parce qu'en fait, les parlementaires derrière, ils seront souverains de voter ou pas. Mais nous, on leur dira, voilà ce texte de loi-là, voilà dans une PME, voilà concrètement, est-ce que c'est possible ou pas? Mais on va pas les empêcher de voter une loi. Oui, mais c'est une loi de bon sens. En fait, pardon, mais en gros, c'est une expérimentation avant le vote de la loi. Exactement. Si les patrons disent, en fait, on est défavorable à cette loi, et en plus... ça leur donnerait une tutelle sur cette fabrique de la loi. C'est ce que disent les écologistes, les socialistes, les membres du Rassemblement national hier en commission. Ils disent, en fait, ça leur donne un pouvoir que nous, législateurs, on perd. Mais ils perdent aucun pouvoir. On ne va pas donner un avis en disant c'est bien ou pas bien. On va dire, voilà, dans une entreprise de 10 salariés, le fait d'appliquer cette loi, voilà ce que ça a provoqué. Ça a provoqué 2 heures de temps du dirigeant et on va le documenter, on va le montrer et on va dire, voilà le résultat. On va pas dire faut voter ou pas voter, surtout pas. On va pas donner un avis sur un texte de loi. C'est ça, jusqu'où, quelle est la limite, c'est ça? La limite, elle est juste de dire les conséquences pour l'entreprise. C'est là, on voit bien que ça crée 2-3 heures de temps de travail, ça crée une impossibilité pour une TPE. Donc voilà les solutions. Et ça, vous avez vraiment besoin d'un haut conseil pour le dire, et vous ne pouvez pas le dire dans des relations qui sont normales entre un gouvernement et une organisation représentative comme la CPME? En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y a un rapport qui soit reconnu. Et donc le fait de créer un haut conseil, c'est qu'il soit saisi automatiquement lorsque un texte de loi va toucher une entreprise et que ce haut conseil, qui sera très agile, on n'est pas en train de dire qu'on va créer une organisation, ce sera un comble venant de vous, de chef d'entreprise, puisse donner son avis sur l'application concrète dans une entreprise en disant voilà ce que ça fait, mais pas de son avis en disant il faut voter ou pas le texte de loi, surtout pas. On veut pas rentrer dans ça parce que si on rentre dans ça, en effet, on va dire que on n'est plus objectif, on est subjectif. C'est surtout pas ça le rôle. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, Amirreza Tofigui, est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On laisse passer le fil info à 8h45. Magali Homo. Israël étend son opération militaire à Gaza. L'armée s'empare d'une partie du territoire avec la création de zones de sécurité. Objectif, selon le ministre de la Défense, faire plier le Hamas. La défense civile de l'enclave palestinienne fait état de 15 morts dans des frappes. La Cour d'appel de Paris envisage de rejuger Marine Le Pen à l'été 2026, soit environ 9 mois avant la présidentielle. Bonne nouvelle, réagit la chef de file du RN, condamnée à l'inéligibilité immédiate. L'Assemblée nationale approuve une proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic. Le texte prévoit notamment la création d'un parquet national anticriminalité organisée. La coalition gouvernementale et le Rassemblement national ont voté pour. La gauche s'est montrée divisée. Une commission mixte paritaire doit maintenant se réunir avant une adoption définitive à la fin du mois. Se rendre au Royaume-Uni devient plus compliqué ce matin. Les ressortissants européens doivent désormais posséder un passeport en cours de validité et une autorisation de voyage électronique, conséquence du Brexit. Et puis la mort de Val Kilmer, l'acteur américain, avait 65 ans. On l'a découvert aux côtés de Tom Cruise dans Top Gun dans les années 80. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, Amirreza Tofigui, est avec nous ce matin sur France Info. Parlons des retraites à présent. Le gouvernement est fragile, la CGT a quitté les discussions, Force ouvrière était partie plus tôt, l'organisation patronale U2P aussi. Personne n'est d'accord sur rien. Je parle du conclave sur les retraites. Cette discussion est-elle enterrée? Pas du tout. Pas du tout, et elle se passe très bien d'ailleurs. Alors on n'est plus tous autour de la table, mais elle se passe très bien. Moi je pense qu'il y a eu un gros quiproquo sur ce sujet, parce que
certains ont fait croire aux Français qu'on allait revenir sur la réforme des retraites. Alors que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Et le rapport de la Cour des comptes le dit. Ce qu'on voit, c'est que en 2025, on va avoir 5 milliards de déficit. C'est-à-dire que la réforme des retraites n'a pas suffi. Et surtout, dans les 20 prochaines années, on va avoir 350 milliards de déficit cumulés. Les chiffres sont tellement énormes qu'ils parlent presque plus aux Français. Et donc, le sujet qu'on a aujourd'hui à traiter, nous, partenaires sociaux, c'est de dire, est-ce qu'on veut léguer 350 milliards de déficit à nos enfants? Parce que c'est la dette la plus immorale qu'on peut avoir. Non mais d'accord, mais vous dites certains ont voulu faire croire aux Français qu'on allait toucher à la réforme des retraites, qu'on allait revenir sur la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites, mais pardon, mais les syndicats qui se mettent autour de la table, c'est leur objectif. Ils veulent revenir sur la réforme des retraites. Mais il ne faut pas mentir aux Français. Aujourd'hui, la réforme n'est pas suffisante. On veut faire quoi en fait? On veut léguer encore plus de dettes à nos enfants? On veut encore mettre notre pays plus en difficulté? C'est 350 milliards que nos petits-enfants vont rembourser parce qu'on est incapable aujourd'hui de travailler plus. Mais alors aujourd'hui, vous négociez quoi en fait? Quand vous vous retrouvez régulièrement là avec les syndicats, vous parlez de quoi? Mais en fait, bien évidemment que la réforme peut être aménagée. On parle de pénibilité, on parle de carrière longue. Aujourd'hui, on a un âge légal de départ à la retraite. Mais plus d'un tiers des personnes partent avant l'âge légal parce qu'il y a des carrières longues. Mais ça n'a plus aucun sens. Donc il faut l'adapter. La pénibilité, je vous l'ai dit, on parle d'aménager cette réforme. Oui, parce qu'il y a sûrement des effets de bord qu'il faut corriger. Mais arrêtons de faire croire aux Français qu'on va revenir à 62 ans, voire à 60 ans. Mais c'est lunaire. Donc en fait, c'est de la négociation à la marge. On ne va pas toucher à l'âge. Vous le redites là aujourd'hui. L'objectif principal, c'est de retrouver l'équilibre et de corriger les défauts de la réforme. C'est ça l'objectif principal. Après, tout est ouvert dans ces négociations-là, mais avec toujours cette logique de dire l'équilibre financier de la réforme, pas de la réforme, du régime de retraite doit être retrouvé. Sur la question des déficits sociaux et compte tenu de la baisse de la démographie, il y a un débat qui revient. Il y a un sénateur récemment qui a relancé ce débat et Patrick Martin au MEDEF qui le soutient. C'est celui sur la hausse de la TVA. Je cite Patrick Martin. Pourquoi ne pas réfléchir à diminuer les cotisations sur les salaires et à augmenter la TVA d'un point? Est-ce que c'est aussi votre position, vous comme patron de la CPME? C'est une position que la CPME porte depuis très longtemps, et moi je la porte également depuis que je suis élu. Elle est très simple, elle est de dire aujourd'hui, on a une grande partie de notre modèle social qui repose sur le travail. Plus de 500 milliards d'euros qui sont prélevés sur le travail, sur les salariés et les entreprises. Et pour beaucoup, c'est des sujets de solidarité nationale, typiquement sur la maladie, donc la sécurité sociale, sur la santé. Est-ce que c'est aux travailleurs de payer la santé de tous les Français? C'est la politique familiale. Est-ce que c'est aux travailleurs et aux entreprises de payer la politique familiale de la nation? Moi, je pense que non. Et donc, il doit y avoir un transfert de ces charges-là, du travail, vers d'autres fiscalités. Ça peut être la TVA, ça peut être d'autres fiscalités. Quoi, par exemple? Il y a la TVA, il y a la CSG. Il faut réfléchir à d'autres fiscalités potentiellement. Généralisée. Ouais. Exactement. Mais vous avez conscience que c'est très impopulaire? Pas du tout. Parce que c'est quoi le résultat au final? C'est que les travailleurs vont gagner plus d'argent. C'est que les entreprises vont également pouvoir embaucher plus, elles seront plus compétitives. En fait, c'est un pacte national qui est de dire on veut favoriser le travail, on veut favoriser les salariés, on veut augmenter l'écart entre le travail et le non-travail. On veut que le travail paye plus. Et pour ça, il faut arrêter de penser que on peut toujours taxer plus le travail et donc taxer plus les salariés pour financer notre modèle social. Et donc oui, il faut être courageux par rapport à ça. Il faut aller beaucoup plus loin que rajouter un point de TVA, la réalité. C'est beaucoup plus qu'il faut aller chercher. Un point de TVA, c'est 8 milliards. Si on veut faire un transfert massif du travail vers d'autres fiscalités, c'est plus de 100 milliards qu'il faut aller chercher. Mais on le trouve où alors? Non, mais ceux qui nous écoutent là doivent se dire, mais en fait... Là, vous êtes en train de vendre une TVA à 25%. Voilà, c'est ça. Non, mais pour moi, c'est au-delà de ça, c'est changer notre modèle de taxation. C'est de dire que c'est plus le travail qui doit payer tout le modèle social, c'est d'autres modes. Moi, j'ai pas de réponse simple parce que c'est un vrai pacte national à trouver avec les Français en disant comment on fait pour que ce ne soit plus le travail qui paye et donc pour pouvoir justement de nouveau avoir un travail qui paye plus, avoir des entreprises qui peuvent embaucher plus facilement et transférer vers d'autres leviers de fiscalité. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que les retraités en France sont trop bien lotis et il faut leur demander de cotiser davantage? Moi, je ne dis pas que les retraités sont trop bien lotis, mais je dis que les efforts doivent être partagés par tous, y compris les retraités. Donc oui, nous, on dit, par exemple, que la CSG, qui n'est pas la même pour les retraités et les actifs, doit être alignée.
Oui, mais en fait, il faut des efforts partagés. On ne peut pas toujours demander les efforts aux travailleurs et aux entreprises. Moi, je défends aussi nos salariés qui travaillent dans les entreprises. Et donc, je dis, ça ne peut pas être toujours eux qui font les efforts. Il faut aussi que les retraités fassent des efforts. Vous parliez de l'importance tout à l'heure de maintenir l'équilibre du régime des retraites. Votre position, c'est d'indexer l'âge de départ à la retraite sur l'espérance de vie. Expliquez-nous. En fait, un régime de retraite, c'est quelque chose de très simple. C'est un équilibre économique à trouver en permanence, avec des recettes et des dépenses. On avait historiquement 4 actifs pour payer un retraité. Aujourd'hui, on a 1,7 actifs pour payer un retraité. Dans 20 ans, on sera 1,4 actifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné, on vit plus longtemps. On vit plus longtemps. Et on fait moins d'enfants. On fait moins d'enfants. Donc, on a un sujet démographique et un sujet d'espérance de vie. Et donc, pour que notre modèle de retraite tienne sur le long terme, il faut qu'on travaille plus quand on vit plus longtemps. Et donc, l'idée, c'est de dire, par exemple, comme historiquement, c'était le cas d'ailleurs, à un moment donné, c'est de dire, quand on travaille plus, à l'époque, c'était plus de trimestres de cotisation. Vous savez, moi, je vous donne un exemple. Si à l'époque de la réforme de Mitterrand, de 81, qui est passée à 100 ans, on avait dit, on indexe sur l'espérance de vie, et on avait pris la règle de Marisol Touraine à l'époque, qui était de dire, quand on gagne 1 an d'espérance de vie, on rajoute un trimestre pour la retraite, 2 trimestres pour le travail. Et bien, si on avait fait ça aujourd'hui, on sera à 66 ans et demi. C'est très simple, parce qu'on aurait partagé... 64 ans aujourd'hui, c'est... Voilà. Mais on aurait partagé les efforts entre il faut travailler et il faut pouvoir avoir du temps de retraite. Donc si on fait aussi en fonction de l'espérance de vie, ça veut dire que les hommes et les femmes ne partent pas au même âge. Moi, je pense qu'après, si on commence à différencier en permanence, le risque, c'est de se dire... Je suis votre logique, pour le coup. Oui, mais en fait, aujourd'hui, on a une durée légale qui s'applique à tout le monde. Moi, je dis juste que les gains d'espérance de vie futurs doivent être partagés entre le travail et la retraite. C'est juste ça. Si on gagne 3 ans d'espérance de vie ou 1 an d'espérance de vie, combien on doit travailler plus pour que notre modèle y tienne ? Parce qu'en fait, il faut se dire la vérité, un modèle de retraite ne peut pas tenir si à un moment donné, on passe autant de temps à la retraite, autant de temps au travail. Il faut travailler plus pour financer notre modèle de retraite. Sinon, à la fin, le modèle de retraite va tomber. C'est pas le cas, pardon, Amir Zatofighi, c'est pas le cas. On travaille beaucoup plus dans la vie qu'on est à la retraite, puisque là, pour le moment, c'est 64 ans et l'espérance de vie est autour de 86, 87 ans. Vous avez raison. Mais si à chaque fois qu'on fait des gains de vie, des gains d'espérance de vie, on n'en remet pas une partie sur le travail, il y a un moment donné, vous voyez que le modèle ne tient plus. Vous plaidez aussi pour la retraite par capitalisation et les partenaires sociaux, enfin les syndicats, vous reprochent de remettre en cause le régime par répartition. C'est le cas ou pas ? Pas du tout. Moi, je le redis ici, on ne remet pas du tout en cause le régime de retraite par répartition qui est la base de notre système de retraite. L'idée, c'est quoi ? Vous savez, le système de retraite par capitalisation, moi j'entends tout le monde qui le critique, mais chez les fonctionnaires, il est actif aujourd'hui. Il existe, il est obligatoire pour les fonctionnaires, en complément de la retraite par répartition. C'est le régime additionnel de la fonction publique. En fait, la retraite par capitalisation, c'est quoi ? C'est de dire, en complément du système de retraite par répartition, chaque Français va obligatoirement contribuer à sa propre retraite pour avoir un complément de retraite plus tard. Beaucoup de Français le font déjà en fait. Aujourd'hui, beaucoup de Français le font à travers des plans épargne retraite par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? En faisant ça, c'est qu'on le réserve qu'à des personnes qui ont des moyens. Moi, ce que je veux, c'est que tous les Français, qu'ils soient au SMIC ou pas, puissent bénéficier d'un complément de retraite par capitalisation. Pour pas que dans 30 ans ou 40 ans, on ait des retraités pauvres. Parce que le système de retraite par répartition ne suffira pas. Et donc, on doit le compléter. Moi, c'est ça ma proposition, c'est que tous les Français puissent bénéficier de la retraite par capitalisation. D'un mot, il y a aussi un sujet qui est lié, c'est le travail des seniors, parce que beaucoup de Français âgés arrivent à la retraite alors qu'ils sont au chômage. La ministre du Travail lance une campagne de sensibilisation sur les seniors. À 55 ans, il y a 8 personnes sur 10 en emploi. Dès qu'on approche les 60 ans, c'est plus qu'1 sur 2. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos PME pour favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des personnes au-delà de 60 ans ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, et les études le montrent, c'est qu'à chaque fois qu'on décale l'âge égal de départ à la retraite, le taux d'emploi des seniors augmente. Parce que du coup, forcément, une entreprise va pas forcément recruter quelqu'un qui a 1 an de l'âge légal. Et donc, le fait de reculer l'âge légal va déjà augmenter le taux d'emploi des seniors. Et on l'a vu, ça l'a fait durant les dernières réformes. Le deuxième sujet, on a négocié avec les partenaires sociaux un accord sur l'emploi des seniors. Et donc, il faut qu'il se mette en place. Moi, je pense que sur ce sujet-là, il y a une responsabilité collective à avoir. Autant du côté des entreprises que des salariés. Depuis trop longtemps, il y a parfois eu
une sorte d'utilisation du chômage pour avoir des retraites anticipées. C'était des accords entre employés et employeurs. Exactement, et tout le monde en profitait. Et les employeurs en profitaient. Oui. Exactement, je vous dis, tout le monde en profitait. Voilà, personne, je ne protège personne en disant ça. Et ben, je pense qu'on a une responsabilité collective à garder nos seniors au maximum jusqu'à leur retraite et de ne pas profiter de l'assurance chômage comme un moyen de financer une pré-retraite. Ce sont des consignes que vous envoyez aux patrons de PME. Bien sûr. Et ils la suivent. Oui, mais vous savez, ces grands plans sociaux, ou ces plans de départ volontaire, c'est pas dans les PME qu'on les a aujourd'hui. Ces plans de départ volontaire, c'est plutôt dans les grands groupes. D'un mot, parce qu'on ne peut pas faire abstraction du contexte politique, est-ce que vous êtes surpris, choqué, inquiet de la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen ou des réactions qu'elle suscite ? Moi, je ne vais pas commenter la décision politique, mais ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est... excusez-moi, je ne vais pas commenter une décision de justice, mais ce qui m'inquiète beaucoup, moi, aujourd'hui, c'est les conséquences que ça peut avoir, notamment lorsque j'entends parler de menaces de censure. Et ça m'inquiète. Moi, je souhaite juste qu'on ne mélange pas notre économie, nos entreprises, et un sujet qui est judiciaire, parce que derrière, on a bien vu ce qui s'est passé avec les conséquences de la censure du précédent gouvernement, du fait qu'il n'y avait pas eu de budget. Ça a été très très dur pour notre économie, très dur pour les entreprises. Donc moi, l'appel que je passe, c'est attention à ne pas aller dans des considérations de censure, de faire tomber le gouvernement et donc de reprovoquer une instabilité politique qui serait très préjudiciable pour nos entreprises. Merci beaucoup Amir Reza Tofigui, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, invité de France Info ce matin.